on en vient à, comme on se rend compte mutuellement, moi, mais elle aussi de son côté, qu'on est très attrayé par l'autre, on décide de discuter entre parenthèses. C'est-à-dire qu'à chaque message que l'on s'envoie, on met une parenthèse en début et en fin de phrase, comme pour dire que ça va rester là comme ça, en cocon, ça va pas plus se développer, on va pas mettre des mots sur ce qui est en train de se passer et on va vivre ça silencieusement, alors qu'en fait, elle comme moi, on est en train de mourir d'envie de se rencontrer et de savoir où est-ce que ça pourrait nous mener. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Salut Lou, comment vas-tu ? Salut MC, ça va et toi ? Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, c'est réciproque. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Lou, te présenter en 5 hashtags ? Le premier hashtag que j'ai sélectionné, c'est dur à queer. C'est une petite expression de la communauté, parce qu'en fait, au final, dans ma vie, j'ai fait 2 coming out. Ensuite, j'ai sélectionné le hashtag drôle. J'aime rire, j'aime faire rire. D'ailleurs, j'adore la sensation corporelle du rire. Et j'adore partager avec le rire. Ensuite, j'ai sélectionné le hashtag douceur, pour douceur de vivre. J'aime quand le quotidien est doux, apaisant, qu'il m'ancre et aussi qu'il me rassure face aux problématiques de ma vie. Mon 4e hashtag, c'est timidité. Je suis quelqu'un de très réservé, ça m'empêche de faire pas mal de choses au quotidien, par exemple téléphoner au médecin. C'est très embêtant. Et enfin, mon dernier, comme un peu plein de gens, parce que j'ai écouté toute la série, c'est rêve. Parce que moi, je suis un grand amoureux de l'amour. Je l'idéalise sous toutes ses formes. Bref, au final, je pense que la conclusion, c'est que je suis poisson, quoi. Ah, c'est ton signe astro ? Ouais. Alors, je n'y connais rien, donc je te fais totalement confiance sur le fait que tous ces attributs dont tu viens de me parler correspondent au signe poisson. Tu m'as dit que tu avais fait 2 coming out dans ta vie. Tu veux m'en dire un petit peu plus ? Si tu veux me dire dans quelle partie de la France, dans quelle famille tu as grandi, en tant que petite fille, quelles étapes tu as traversées et dans quel état d'esprit et quelle vision tu as de l'amour quand tu arrives au moment où tu vas vivre tes premiers émois amoureux. Je grandis dans une famille assez atypique. Mes parents se séparent quand je suis très jeune et donc très rapidement se met en place une garde alternée, mais qui me fait atrocement souffrir. Donc je préfère continuer à vivre uniquement chez ma mère. Donc on peut dire que j'ai plutôt une famille monoparentale. T'as quel âge à ce moment-là ? Oh, je suis très jeune, donc de mes 3 à mes 15 ans, je suis en garde alternée avec mes parents, mais je fais une cessation de lien avec, enfin une session pardon de lien avec mon père assez rapidement dans l'adolescence. Et en fait, j'en ai beaucoup souffert de me dire que je n'avais aucun lien avec la réalité de mes propres parents qui pourraient potentiellement me montrer quelque chose de sain et de soucieux envers moi. J'ai jamais eu d'attention amoureuse de mes parents l'un envers l'autre. Enfin bref, le schéma classique des parents divorcés, quoi. Et c'est pour ça que au cours de toute ma vie, j'ai toujours eu le souhait de vouloir moi-même être amoureux et vivre le schéma que beaucoup de gens vivent. Parce que j'avais un peu la sensation que je le méritais après une enfance un peu bâclée. Donc, tu avais quand même une vision positive, un peu fantasmée de l'amour ? Ouais, j'avais surtout une vision très idéalisée de la chose, puisque c'était quelque chose de très inconnu pour ma part. Je le voyais qu'à travers les médias ou les réseaux sociaux quand j'étais plus jeune, et j'ai mis d'ailleurs beaucoup de temps avant de me dire que c'était normal d'être amoureux. Ok. Tu as quel âge aujourd'hui, Lou ? Aujourd'hui, je vais avoir 27 ans. Tu veux me parler de ton cheminement identitaire ? J'ai fait donc mon tout premier coming out quand j'avais 12 ans à ma mère. J'étais en pleurs, je lui ai écrit une lettre monumentale pour lui dire que j'étais lesbienne, et elle m'a juste dit « mais je le sais ». Comment t'as réagi quand elle t'a dit ça ? Je savais pas où me mettre, je savais pas s'il fallait que je pleure, s'il fallait que je rie. Dans tous les cas, c'était monstrueusement drôle. Donc c'était mon premier CO, comme on l'appelle. Et après, j'ai fait mon 2e CO à mes 18 ans, mais je l'ai fait
pour moi-même dans un premier temps, et ça a duré pas mal de temps comme ça. J'ai enfin compris mon identité de genre et j'ai compris que j'étais non-binaire, ce qui veut dire qu'on n'est ni un homme ni une femme, ou les deux à la fois. On est une pluralité d'identités qui nous ramène à qui nous sommes physiquement et pas juste ce qu'on a entre les jambes ou dans le cerveau. Et quelques années après, c'est-à-dire il y a encore 1 an, je l'ai enfin annoncé à mes parents, puisque j'ai commencé mon traitement hormonal. On va revenir sur toutes les années qui vont suivre tes 18 ans, donc ce qui se passe après. Est-ce qu'on peut remonter à décembre 2020? Est-ce que tu peux me dire à ce moment-là ce qui se passe dans ta vie? Si tu es dans une situation amoureuse particulière, dans quel état d'esprit tu es et quel âge tu as? Alors, en décembre 2020, j'ai 21 ans et je suis en dernière année d'une école de cinéma parisienne. J'habite dans un tout petit 8 mètres carrés en sous-sol à Suresnes. J'étouffe pour la simple et bonne raison que je viens, il y a quelques semaines, de me faire lamentablement quitter par SMS. J'ai vécu une petite relation plutôt chouette. Bon, on est assez jeune, on a 20 ans, avec une autre personne qui maintenant est elle aussi queer. Donc je préfère utiliser les pronoms classiques pour pas le ou la mégenrer. Malheureusement, cette personne m'a quitté par SMS. Genre, elle m'a fait un WhatsApp et elle m'a dit: je le sens plus notre relation, j'ai envie qu'on se sépare. Et je l'ai très mal pris. Donc j'ai fini par la faire venir à mon domicile pour qu'on puisse en discuter. Elle a accepté la discussion? Au final, oui, elle a fini par venir, parce qu'à à la base, ses pronoms étaient elle, mais ça n'a pas résolu le souci. Elle m'a quand même quitté et je l'ai très mal pris. J'ai mis 2 ans à m'en remettre. Pourquoi tu l'as très mal pris? Parce que la raison de cette séparation serait qu'elle avait besoin de temps pour trouver son identité de genre, comme si moi je l'étouffais envers cette identité, alors que moi-même j'étais déjà une personne déconstruite et déjà un non-binaire affirmé. Et tu ressentais quoi à ce moment-là quand elle te dit ça? Ça a généré quoi comme sensation, émotion, sentiment chez toi? Une forme de grande trahison. Je me sens démunie parce que je pensais pouvoir l'aider au quotidien et au final, elle décide de partir. Quand tu dis une trahison, ça veut dire que tu lui en veux à elle ou est-ce que tu t'en veux aussi un peu à toi? Un peu des deux. C'est un micmac un peu des deux, mais c'est vrai qu'inévitablement, quand on souffre, on en veut à l'autre. Mais c'est que quelques années plus tard, quand j'ai enfin pu m'en remettre, que j'ai compris que je pense que la faute était partagée. On est en décembre 2020. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés du coup? Depuis août et début décembre, mes amis à l'école me disent tu peux t'inscrire sur Tinder, tu vas grave retrouver quelqu'un facilement. T'es super sympa, t'es drôle, t'es affectueux, enfin, fonce. Donc j'y vais. Je fais pas vraiment de réelles rencontres dans un premier temps, puis un soir, je tombe sur son profil, un peu au hasard comme ça. Au début, je swipe sans réel intérêt, on finit par matcher, et je retourne voir son profil, et disons que là, je suis un peu plus intriguée. Pourquoi? Déjà, je me rends compte qu'elle est plus âgée que moi, de 3 ans. À l'époque, du coup, j'ai bien 21 ans et elle en a 23 parce qu'elle est de fin d'année. Et moi, ça me rassure. Ça me rassure parce que je me dis que je rencontre quelqu'un d'un peu plus mature que moi. Et vis-à-vis de la séparation et de la relation que j'ai vécue avant, j'ai un peu envie de changer de sphère. Cette personne, c'est, une fille, un garçon, une personne non binaire? Cette personne, c'est une fille, c'est même une femme, parce qu'elle est déjà adulte. Je me rends compte qu'elle habite à Paris, et ce qui me frappe le plus, c'est son côté un peu artistique dans les photos. Elle a une espèce de coupe au bol hyper courte, et il faut être vachement courageux pour réussir à porter ce type de coupe. Ah, je suis bien d'accord, ouais. Faut être hyper courageux. Et il y a un truc qui m'impacte tout de suite, qui m'éveille tout de suite, c'est que je vois qu'elle s'appelle Léo. Moi, ça me marque, ça m'attrait, parce que je trouve ça marrant d'utiliser un prénom qu'on identifie de base comme masculin plutôt à une personne qu'on identifie comme féminin. Est-ce que c'est Léonie, son prénom? Non, son prénom c'est Éléonore, mais ça je l'ai appris bien plus tard. Donc, tu matches avec elle, vous avez tous les 2 liké, vos profils réciproques Tout à fait. et tu entames une conversation? Ouais, donc on entame une chouette conversation. Je me souviens pas réellement du contenu actuellement, mais c'était très facile de discuter avec elle. Et on en vient à discuter parfois, souvent, puis tout le temps, même à des heures perdues au fin fond de la nuit. Et là, elle m'annonce qu'elle est en vacances à Noël dans l'Est chez ses parents, parce qu'elle part pour les vacances. Et moi, je suis enfermée dans la région parisienne chez ma mère, donc on s'invite mutuellement à discuter tout ce temps-là à travers les réseaux sociaux pour en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Qu'est-ce que tu vas apprendre sur elle?
Je vais notamment apprendre des choses sur son parcours étudiant, parce qu'à l'époque, on est encore étudiant. Elle m'indique qu'elle fait des études dans le domaine de l'art et dans le domaine du monde muséal. Moi, je lui annonce que je fais des études dans l'audiovisuel. On s'entraide mutuellement à travers des petits liens qui nous lient, comme la musique, l'art, le cinéma. Qu'est-ce que tu projettes sur cet échange avec cette femme? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça a une action sur, un changement sur ta douleur, celle que tu es en train de traverser après la rupture? Tout à fait. En fait, pour être honnête, elle m'annonce aussi, elle, rapidement, qu'elle vient de se faire quitter d'une relation de 4 ans, donc elle souffre aussi pas mal. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, on s'est plutôt bien trouvés, parce que mutuellement, on souffre d'une douleur passée qu'on aimerait inévitablement mettre de côté. Et on passe un espèce de pacte entre nous en se disant que si un jour on en vient à se rencontrer, ce sera uniquement pour s'aider mutuellement, pour aller mieux et voir si plus. OK, ça veut dire quoi uniquement pour s'aider mutuellement? Il y aurait pas de relation de séduction? Si, mais notre première intention, c'est de s'aider mutuellement, sans se douter qu'en fait, au bout des quelques jours qui vont suivre, on va très vite tomber l'un pour l'autre. Dévier sur une autre type de relation. Voilà. Comment, pendant ces vacances de Noël, donc vous échangez beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Ce que tu apprends sur elle, ça génère quoi chez toi? Ça te séduit, mais pourquoi? Parce que ça t'attendrit? Ça génère un peu d'admiration? Voilà, qu'est-ce que ça génère chez toi? Beaucoup de sentiments, en fait, ça m'envahit. Je vois que même, au-delà de l'aspect, moral, mais même physique, ça m'envahit. Ça me rend heureux soudainement. Elle me fait rire, je la trouve très très pertinente, je la trouve douce à souhait et puis aussi, d'une simplicité, unique. Moi, ça m'englobe dans un nouveau cocon que je ne connaissais pas et ça me donne qu'une envie, c'est d'y rester. Est-ce que tu as envie de la rencontrer ou est-ce que tu as envie d'étirer ce moment de ce cocon? Bah, c'est ce qu'on fait, en fait, on étire le moment au maximum parce qu'en fait, on en vient à faire un truc qui est un peu particulier, mais pendant des jours et des jours, donc il se passe 3 semaines, on en vient à comme on se rend compte mutuellement, moi, mais elle aussi de son côté, qu'on est très attrayés par l'autre, on décide de discuter entre parenthèses. C'est-à-dire qu'à chaque message que l'on s'envoie, on met une parenthèse en début et en fin de phrase, comme pour dire que ça va rester là comme ça en cocon, ça va pas plus se développer, on va pas mettre des mots sur ce qui est en train de se passer et on va vivre ça silencieusement, alors qu'en fait, elle comme moi, on est en train de mourir d'envie de se rencontrer et de savoir où est-ce que ça pourrait nous mener. Mais c'est trop beau cette idée de mettre des parenthèses dans les échanges écrits. Mais qui a eu cette merveilleuse idée? Honnêtement, je crois que C'est ça fou. vient de nous deux, ouais. Je trouve ça hyper, à la fois hyper pragmatique, c'est-à-dire que, tu sais, ça met vraiment, dans le cocon, dans la bulle, vraiment, ça met une paroi, quoi, autour. C'est poétique parce que c'est une bulle et en même temps, c'est un peu excitant Oui, c'est ça. parce que tu te dis: «C'est un peu interdit» ou, il y a pas vraiment raison de le vivre ou le droit de le vivre, tu vois? Non? Il y Ouais, a un c'est truc comme ça. ça. Ah, j'aime bien, je vais piquer l'idée. Et c'est pour ça qu'en fait, plus les jours passent pendant les vacances, plus j'ai envie de la rencontrer. Et c'est inévitable, c'est limite viscéral, quoi. J'ai envie de la rencontrer. Comment va se passer cette première rencontre? Alors la première rencontre, elle va se passer le 4 janvier 2021. Et comme je suis quelqu'un d'assez impulsif, je décide de mon plein pied d'aller la chercher à la gare de Lyon pour son retour de vacances. Et j'en viens même à faire une fausse attestation sortie pour le Covid, puisque je rappelle le contexte 2020-2021, on doit faire des attestations pour sortir. Et j'arrive avec 2 heures d'avance à la gare. Eh ben, tu vas avoir le temps de cristalliser un max, de stresser. Donc j'ai le temps d'angoisser, j'ai le temps de me faire tous les films, mais j'ai aussi le temps de faire autre chose. Et cette autre chose, il est un peu particulier. Pour beaucoup de gens, c'est très, très effrayant, mais pour moi, ça me paraît plus que naturel. Je décide de descendre au sous-sol de la gare de Lyon, puisque je connais très bien l'endroit, et je vais acheter des fleurs. Je me dis, il faut que je marque le coup. On a passé tant de semaines à discuter et à savoir qu'on se plaît et à savoir qu'on s'attire. J'ai envie de lui confirmer que c'est réciproque, et ce, dès la première rencontre. Tu trouves quelle fleur? Je me souviens plus, je crois que c'était honnêtement, c'était un vieux truc de fleurs en sous-sol. J'ai dû payer en plus genre 30 balles pour 3 trucs, mais c'était histoire de, quoi. Je passe plus d'1 heure et demie à regarder constamment le même panneau dans la gare et à me dire: «OK, le train est là, le train arrive, le train, hein». Et il arrive enfin, puisqu'en fait, je suis devant l'arrivée du quai et je vois son train qui arrive, son TGV qui arrive. Je vois les voyageurs qui quittent le quai, mais c'est étrange parce que je la vois pas.
Je comprends pas tout de suite, je comprends pas trop. Je me dis que peut-être elle a une galère avec une valise ou un truc comme ça, parce qu'il faut savoir qu'après j'ai compris qu'à chaque fois qu'elle rentrait chez ses parents, elle pouvait revenir avec un semi-remorque tellement elle ramène de trucs, mais il y a un espèce de laps de temps où il y a plus personne et je comprends pas. Donc j'ai l'impression que je me suis fait catfish, ou pire, qu'on m'a posé un lapin. Je me sens pas très bien. Et en fait, c'est très rapide, mais dans un laps de temps bref, elle finit par arriver juste en face de moi, entre 3-4 silhouettes, et je suis mais soulagée. Déjà pour confirmer qu'effectivement on avait bien le rendez-vous, que c'est bien elle. Et en plus elle arrive, elle est toute mimi, elle est toute petite. En fait, elle fait 1m60, ce qui n'est pas non plus horriblement petit, mais moi je fais 1m85. Il y a un assez grand gap, et en fait elle m'a avoué plus tard que quand elle m'a vue au loin, avec le combo des fleurs plus la 1m85, elle a juste flippé. Donc elle a fait un petit détour dans la gare avant de se rassurer pour revenir me voir. Mais non! Mais oui, parce qu'en fait, sur les apps, on voit pas la taille. Non. On a du mal à se rendre compte. Si tu mets pas une photo, genre, avec des gens à côté de toi, en fait, on se rend pas forcément compte de ta C'est taille. ça, ouais. Ah, elle a eu un petit coup de flip. Ouais. Et du coup, elle a fait un détour. Voilà. Elle m'a expliqué plus tard que elle aussi, elle était envahie d'une émotion qui l'invitait uniquement à se diriger vers moi, et que c'était comme des vibrations à l'intérieur de sa cage thoracique. Elle n'avait qu'une envie, c'était de venir me voir, mais qu'en fait, de concrétiser vraiment le mouvement, ça la terrifiait. Et du coup, elle avait pris un petit laps de temps pour respirer 2 secondes et se dire, je vais assumer le truc. C'est super malin, en fait, comme technique, moi, je trouve. Parce que tu ralentis le temps, et tu fais une pause, et tu te reconnectes à, tu vois, quand elle te parle des vibrations dans la poitrine, en fait, ça veut dire elle était capable de l'identifier. Donc, elle s'est reconnectée à elle-même et elle s'est calmée. Et je trouve ça hyper, déjà, je trouve ça hyper lucide comme réaction. Et quand elle arrive face à toi, donc toi, tu es hyper soulagée. Ouais. Mais je suis tremblant, je me souviens, je lui tends les fleurs, je suis comme ça, avec les bras tremblants. Est-ce que vous faites la bise? Est-ce que vous faites un hug? Est-ce que vous roulez une grosse galoche? En définitive, je crois qu'avec le Covid, on n'était pas en capacité de pouvoir se permettre de s'embrasser, se faire la bise, parce qu'on avait des masques, il me semble. Mais la seule chose que je vois, c'est ses yeux qui sont sublimes, et je sais plus où mettre. Je me défile, mon corps se liquéfie sous mes pieds. Et on arrive quand même à avoir une sorte de micro-discussion où j'essaie un peu de me tenir, et elle finit par me dire, si tu veux, on peut aller chez moi. Parce qu'en fait, on pouvait pas faire autre chose. Les restaurants, les cinémas, les bars, c'est fermé. Vous arrivez quand même à avoir une discussion où c'est très maladroit, tendu, il y a un malaise? Non, on arrive, j'ai pas tout en tête. Je pense que c'est quand même assez fluide. Même si on est respectivement tous les deux particulièrement stressés et excités de la chose, je me souviens, on a pris le bus, on a beaucoup ri, et après elle m'emmène chez elle. Quand vous arrivez chez elle, le programme, c'est quoi? En définitive, je crois qu'il n'y a pas de programme. Le programme, c'est qu'il y a pas de programme. Le programme, c'est qu'il n'y a pas de programme, c'est qu'on est tellement respectivement très excités d'être là, et très dans l'envie de comprendre l'entièreté de l'un et de l'autre, d'enfin aussi mettre un physique sur quelqu'un, même si on les a vus en photo sur les réseaux de rencontres. Et aussi, moi, ce qui m'intéressait plus, c'est de voir, je sais pas, sa voix, comment elle s'exprime physiquement, son visage, comment il bouge. Et il y avait aussi l'aspect, comment elle évolue dans son environnement, comment c'est décoré chez elle, toute une envie de découverte qui m'intéresse. Ça te dit quoi tout ça, tout ce que tu découvres chez elle? Alors déjà, c'est tout petit. Quand on rentre, il fait 14 mètres carrés, donc c'est très peu surprenant. Bienvenue à Paris. Et en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'elle m'invite à me déshabiller, et elle aussi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment un gap entre comment elle s'habille, c'est-à-dire, à l'époque, elle a 23 ans, elle s'habille déjà comme une femme, vraie femme, quoi. C'est-à-dire avec des petites chemises, des petits cachemires, des petits machins. Et moi, je suis là avec mes chaussettes dinosaures. Donc, dans un premier temps, je me dis, mince, ça n'a pas passé, quoi. Là, je suis un peu exposed. Tu te sens quand même droite dans tes bottes, ou tu te dis, ah mince, j'aurais peut-être dû faire gaffe? En vrai, je me sens plutôt droit dans mes bottes, parce que je fais pas partie de ces gens qui vont s'apprêter pour telle ou telle raison. Bon, si c'est mon mariage, oui, je vais le faire, mais je veux dire, pour partir en date ou des choses comme ça, je préfère venir au naturel et qu'on me prenne comme je suis. Déjà parce que je m'habille tous les jours simplement, et tous les jours de la même manière, et j'ai pas envie de faire d'impair ou de faire mieux pour une date spécifique pour qu'après la personne soit déçue le lendemain quand je vais m'habiller comme d'habitude.
Donc en soi, non, mais je me dis quand même que je vais peut-être ramer, quoi. Est-ce que la conversation est fluide et naturelle? La conversation est plus que fluide en fait, elle finit par me faire imploser de rire, comme je n'ai jamais ri avant pendant des heures, parce qu'elle me dit: «Tu as faim?» Je lui réponds: «Oui, pourquoi pas?» Je fais une mine, j'ai pas faim. Enfin, on fait tout ça quand on rencontre quelqu'un, mais oui, je crève la dalle, donne-moi à manger. Ouais, ouais. Elle finit par sortir de sa valise, donc sa valise qui vient de l'Est de la France, un rôti de porc empalé Ah dans du ouais. cellophane. Et elle me dit: «Voilà, on mange ça ce soir, c'est ma mère qui a fait ça». Et j'étais en mode: étrange comme premier repas avec quelqu'un, mais ok, pourquoi pas. C'était ça faisait un peu Mary Poppins, quoi. Qui sort n'importe quoi de sa valise, quoi. Ça m'a trop fait rire. On finit par dîner et après on se met à fumer ensemble à la fenêtre. Donc on se rend compte qu'on a un point en commun en plus, on fume. Et on se met à discuter. Et là, je pense qu'il est 21h, quelque chose comme ça. Et on discute jusqu'à au moins 2-3 heures du matin. Et ces discussions sont hyper larges. On parle de tout et rien, mais à la fois aussi de choses très importantes pour nous. Moi, je parle de tous mes traumas à l'enfance. Je parle de ma maladie mentale. Je parle de ma non-binarité. Et elle me parle de tous ces soucis que je ne vais pas évoquer aujourd'hui puisque ce sont les siens. Quand tu dis que tu lui parles de ta maladie mentale, ça veut dire quoi? Je lui explique que je suis sous traitement pour, à l'époque, uniquement dépression, depuis que j'ai 17 ans et que je trouve que les traitements ne fonctionnent pas et que je me sens pas bien et que j'aimerais réellement trouver un traitement qui fonctionne. Mais je suis loin, en 2021, de me rendre compte que ce chemin va être particulièrement long. Comment elle réagit à tout ça? Et bah plus que bien, et c'est ça aussi qui m'éveille et qui me dit: «Mais effectivement, c'est quelqu'un de superbe cette fille». Dès le départ, elle me dit, je sais plus vraiment, te dire les tournures qu'elle me dit, mais elle me dit des choses, «S'il faut, on ira au rendez-vous ensemble, s'il le faut, on trouvera les bons médecins et on fera tout pour que tu ailles mieux». Et ce, très, très vite après la première rencontre. Cette nuit, elle va se terminer comment? Ah bah, cette nuit, après avoir dump tout ce qu'on avait à dire et avoir étalé toutes nos vies, on finit par se coucher. Et moi, je fais pas partie des gens qui sont intimes dès la première rencontre. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de faire trop vite pour moi, à mon niveau. Et sur le fond, je trouve que ça me correspond pas, mais ce soir-là, quand elle me pose la question, j'ai qu'une envie, c'est de dire oui, malgré la crainte qui me cloue au lit. Elle te pose quelle question? Je me souviens plus si c'est une question ou si c'est une information, mais elle me dit: «Je crois que j'ai envie de toi». Et dans un silence, mais d'une douceur extrême, on finit par coucher ensemble. Et j'ai très peur de mal faire, j'ai très peur des répercussions, puisqu'éventuellement c'est peut-être quelqu'un qui pourrait user de moi pour une nuit puis me mettre à la porte. Voilà. Et pour la première fois de ma vie, j'ai la sensation que de le faire aussi vite, ça me guérit. Pourquoi? Parce que ça me lie de suite avec quelqu'un qui n'est du coup plus une inconnue. Le lendemain matin? Bah, j'ai dormi genre 1 heure parce que j'ai parlé toute la nuit, on a fait l'amour et j'ai pas dormi parce que je suis insomniaque. J'ai passé genre 3 heures à la regarder dormir et qu'est-ce qu'elle est belle quand elle dort. Et j'ai découvert ce soir-là qu'elle parlait dans son sommeil et c'était marrant. Et en fait, après autant d'émotions partagées et après un chouette moment qu'on a vécu ensemble, je crois que j'ai besoin un peu de descendre. Donc le lendemain, sur les coups de 10-11 heures, je lui dis que j'aimerais rentrer chez moi. Donc je lui dis au revoir. Je lui dis surtout à très vite. Et puis je monte dans un Uber et puis je rentre chez moi avec le cœur qui palpite, les yeux pleins d'étoiles, mais surtout les idées claires. L'idée qui émane le plus, c'est surtout que j'ai enfin compris, je le sais, c'est elle. On a le feeling, on a le lien. Pour moi, c'est sûr, on est âme sœur. Ah, tu crois aux âmes sœurs? Ouais. C'est quoi pour toi une âme sœur? C'est une forme d'évidence entre deux âmes. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en a qu'une? Non, 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 on peut en avoir plusieurs, je pense, dans une vie, mais à cette époque-là de ma vie, c'est mon âme sœur. Et encore aujourd'hui, en 2026, je la considère comme ma seule et unique âme sœur. Donc tout va très vite entre nous. On décide de s'installer ensemble. On déménage plusieurs fois. Entre-temps, on prend aussi un chat.
Et on s'installe définitivement dans la Normandie. Et dans cette étape importante-là de notre parcours en commun, on se rend compte que les défaillances cérébrales qui m'incombent commencent à être lourdes. Donc je suis prise en charge par des médecins spécialistes. Je suis prise en charge aussi à multiples fois dans des hôpitaux psychiatriques. Et dans toutes ces étapes particulièrement dures de la vie, elle me soutient de A à Z. Elle quitte son boulot plus tôt pour venir me voir tous les jours. Elle me prête de l'argent pour payer mon loyer quand je n'ai plus aucun revenu. Elle fait tout pour moi, des cadeaux, des surprises. Elle me fait vivre tout simplement, elle me donne l'énergie d'avoir envie de continuer alors que tout m'incombe et que tout est particulièrement dur. Tu sais, qu'est-ce que ça signifie pour toi cette période? Tes symptômes, enfin comment s'exprime ta difficulté à vivre? En fait, au quotidien, on se rend compte que ma maladie mentale décline en général depuis quelques mois dès l'arrivée à Rouen. Je vais voir des spécialistes qui me disent que c'est une grosse dépression et qui me mettent des traitements de chevaux, littéralement, et ça ne fonctionne pas. Et je finis par en avoir marre, puisqu'en fait, je suis dans l'incapacité de pouvoir travailler, ou même de pouvoir vivre tout court. Donc je me fais hospitaliser pendant plusieurs semaines et le diagnostic tombe. En fait, j'ai un trouble unipolaire avec un TSA, donc un trouble autistique, et un TDAH, donc les troubles de l'attention. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps, et en fait, après de nombreuses années de bataille avec Léo à mes côtés, on trouve un traitement qui fonctionne. Et c'est à peu près au même moment que je prends mon premier poste, après avoir été diplômée 2 ans avant, dans le même musée où Léo travaille. Donc ça a été chouette pendant plusieurs mois, on travaille ensemble et on s'épanouit à la fois chez nous, mais aussi du côté pro. Quand tu dis que le traitement, que vous trouvez, il te fait du bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te redonne de l'énergie? Ça veut dire qu'il te qu'est-ce qui t'apporte? En fait, j'étais très instable mentalement avec beaucoup d'idées sombres, beaucoup d'idées noires. Et ces traitements-là vont venir apaiser ces envies sombres et me redonner un gain d'énergie au quotidien pour affronter plus facilement une journée comme une personne lambda qui n'est pas atteinte de troubles mentaux. Donc tu remontes un peu la pente, tu trouves ce job, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous avez d'autres projets à ce moment-là? Ma transition, pendant toute cette phase d'éveil mental dans les hôpitaux, bah, je me rends compte que j'ai envie de passer le cap et de transitionner. Et alors, il faut savoir que depuis ma toute première rencontre avec Léo, je me genre au masculin, donc ça n'a pas changé. Je suis née femme, mais je me genre au masculin puisque je me sais non-binaire depuis 2018, mais courant 2022, je me décide de changer de prénom. Et donc, je passe par la case état civil à la mairie et ça fonctionne pour moi. Quelques mois et petites années plus tard, on s'organise aussi pour la mammectomie, qui est l'opération qui permet l'ablation de la poitrine pour avoir un torse. Je me fais opérer le 20 mai 2025. Elle est toujours là, à mon chevet. Après toutes ces années où elle a dû porter la casquette de la compagne, de la mère, de l'aidante, de tout ça, elle est là, en permanence, au quotidien. Et je ne sais que faire pour la remercier, à part potentiellement le lui dire aujourd'hui dans ce podcast. Malgré une transition physique, c'est-à-dire hormonale et chirurgicale, et une transition morale dans le sens où j'accepte complètement que je sois quelqu'un de non-binaire qui se genre au masculin, elle est restée. C'est sûr que ça doit pas être facile quand on est le partenaire ou la partenaire. Non, c'est pas évident et c'est aussi pour ça qu'à travers toutes ces années qu'on passe ensemble, chaque jour, elle me prouve que c'est une personne formidable, c'est une personne sur qui on peut compter. Est-ce que tu veux me dire pourquoi tu la demandes en mariage? En fait, l'anecdote est courte, mais je l'avais déjà demandé en mariage. Mais sauf que je l'avais fait d'une manière un peu atypique, parce que je voulais marquer le coup, mais uniquement pour elle. Et donc, je l'avais déjà demandé en mariage, il me semble, en 2023, mais avec un objet assez particulier qui peut faire rire, avec un fer à cheval. Pourquoi? Parce qu'elle a des chevaux chez elle, chez ses parents, et que, je sais pas, ça me semblait atypique. Et comme on est un couple atypique, pour moi, ça ne pouvait que la faire rire. Et en fait, elle a dit oui à ce moment-là aussi, mais toutes ces années suivant cette première demande, je me suis dit que je lui devais au moins de lui faire une vraie demande avec un vrai bijou.
Donc je suis partie en voyage en Égypte avec ma mère. Je lui ai fait confectionner un bijou avec un scarabée dessus. Le scarabée, La sagesse, non? c'est la sagesse, mais c'est aussi, je crois que c'est un truc genre l'amour inconditionnel ou universel ou un truc comme ça. Enfin bref, plaît-il, je m'étais informée pendant des mois auparavant, précédant mon voyage, pour trouver un motif que j'allais pouvoir faire sur une bague. Je les ai contactés avant de partir. Je suis arrivée sur place, ils ont fait le bijou pendant le séjour. Je suis revenue avec. Et en fait, je trépignais d'impatience de la retrouver, parce que à chaque fois qu'on se sépare, même pour 2, 3 jours, voire 2, 3 semaines, c'est invivable pour moi comme pour elle. Dès que je rentre d'Égypte et qu'elle vient me chercher chez ma mère, j'avais tout prévu de faire ça à un endroit chouette, à un moment chouette, etc. J'abandonne tout, je sors juste la bague de mon sac à dos alors que j'ai 3 heures de jet lag et 5 heures d'avion, et je lui dis: tu veux m'épouser? Et elle me dit oui. Après cette demande en mariage, comment se passent les choses entre eux? Dans un premier temps, comme à son habitude, rien n'a changé, et pourtant, pour moi, c'est toujours le bonheur ultime. Mais il s'avère qu'en fait, depuis quelques mois dans notre relation, on a décidé de s'ouvrir. Ça veut dire que on n'est plus dans l'exclusivité, mais qu'on se permet de rencontrer d'autres personnes. Moi, j'ai rencontré quelqu'un de mon côté que je fréquente de temps à autre. En février 2025, elle m'annonce qu'elle a rencontré quelqu'un, et elle me dit droit dans les yeux: je crois que je suis amoureuse. Ok, comment tu le prends? Je sais plus où me mettre, ça me ronge, ça me détruit de l'intérieur. Parce que ce qu'elle veut dire par là, c'est que quand elle aime quelqu'un, elle en aime qu'une, ou qu'un. Donc ça veut dire qu'elle n'est plus en capacité de m'aimer comme elle m'aimait auparavant. Alors que moi, je suis en capacité d'aimer plusieurs personnes à la fois. Donc il s'avère que quelques petits jours après mon anniversaire de mes 26 ans, on met fin à notre relation. Ça te plonge dans quelle étape? Parce que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble? Ouais, c'est inévitablement la plus grande douleur que j'ai pu vivre ces 10 dernières années. J'ai l'impression de perdre mon être cher. J'ai l'impression de perdre mon double. J'ai l'impression de perdre ce qui me faisait vivre. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'en fait, dans la discussion qu'on a ce soir-là, quand on met fin à notre relation, c'est elle m'exprime les mêmes choses. C'est que elle aussi, elle perd quelqu'un, elle aussi, elle perd une situation, et elle y retrouve pas forcément son compte, Pourquoi vous vous séparez alors? parce qu'elle m'aime plus. C'est ce qu'elle te dit. Elle me dit pas comme ça directement, mais je l'ai compris. Enfin, je veux dire, en fait, elle ne supporte plus le fait qu'on soit exclusif, malgré le fait que plusieurs fois, au préalable, je lui ai dit: si tu veux qu'on arrête, on arrête, et qu'elle m'ait toujours dit non. C'est touchy comme sujet, l'exclusivité. Pourquoi vous prenez cette décision au départ? Initialement, ce n'est pas ma décision. C'est juste qu'on finit par en discuter un soir, et elle me dit qu'elle a, elle, besoin qu'on se sépare pour pouvoir se retrouver elle seule et recouvrer une vie de quelqu'un de célibataire qui fréquente des gens juste comme ça, parce qu'en fait, elle a jamais été célibataire en plus de 8 ans de vie. Et moi, ça me blesse atrocement, mais en même temps, je ne peux pas renoncer, parce que je ne peux que la laisser faire, parce que de la retenir, ce serait de la faire souffrir. Donc je la laisse partir, et c'est très douloureux pour moi. Je prends sur moi. On finit par cohabiter dans le même espace pendant plusieurs mois, et en septembre 2025, on se sépare physiquement pour la bonne fois. On déménage respectivement l'un l'autre dans nos futurs endroits de vie. Elle, elle vit seule, et moi, je vis du coup avec la personne que j'avais rencontrée quand j'étais en couple libre. Et ce qui est marrant, c'est que nos relations, enfin, sont presque inchangées. On continue de discuter tous les jours par téléphone à n'en plus pouvoir. On continue de rire sur tout et n'importe quoi comme au préalable. Tout ça pour dire qu'en fait, peut-être que pour nous, la destinée de l'amour, c'était plutôt la destinée de l'amitié. Et là, j'ai le plaisir de vivre avec ma partenaire actuelle, mais surtout Léo, à 50 mètres de chez moi. Incroyable. Comme si on pouvait manier différemment sa vie après différentes étapes en lien avec quelqu'un, parce que c'est jamais définitif et que ça peut toujours se moduler. Et que moi, je n'envisage pas ma vie sans cette femme. C'est tellement beau. Je trouve que c'est une preuve d'amour de ta part et de la sienne. Je trouve ça incroyable. Ça me fait monter les larmes aux yeux. Parce que toi, tu pleures pas, mais là, moi,
Je vais finir par chialer à ta place. Ah, je me retiens aussi, c'est pas évident. Non, c'est vraiment, waouh et alors du coup, je vous imagine toutes les 2 voisines, de 50 mètres. Ça me fait hyper plaisir. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous vivez, vous êtes amies, vous vivez, chacune, votre vie amoureuse par ailleurs, et mais vous êtes quand même, hyper, toujours aussi proches. Oui, Si tu croisais la Lou de, décembre 2020 juste avant de se remettre sur Tinder, tu lui dirais quoi? fonce, sans regret. Même si il y a eu des périodes de souffrance, même si il y a eu une finalité qui n'était pas celle que j'aurais toujours voulu souhaiter, et au final, Léo, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Qu'est-ce que tu as appris de cette histoire? Il faut toujours s'accrocher, toujours. Dans les moments les plus durs, quand on a un lien avec quelqu'un, c'est ce qui va nous faire tenir. J'ai aussi découvert que ce lien, même s'il est évolutif dans le temps, et bah, si on garde un lien proche avec quelqu'un avec qui on a confiance et avec qui on s'entend plus que bien, c'est quelqu'un avec qui on peut s'accrocher pour la vie, peu importe l'étiquette qu'on va mettre dessus. C'est une merveilleuse conclusion pour cet épisode, Lou. Est-ce que tu avais envie de lui glisser un petit mot? Oui, je voulais lui dire que à travers toutes ces 5 ans qu'on a passés ensemble, j'ai été quelqu'un de particulièrement, au global, heureux, malgré les étapes qu'on a dû affranchir, elle et moi. Et je voulais aussi lui dire que aujourd'hui, en 2026, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lui souhaite tout l'épanouissement possible sur Terre. Et je veux qu'elle sache que je serai toujours là pour elle, que je bouge pas d'un cheveu. Merci beaucoup, Lou. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I'm not sure how long it'll last, but I'm gonna keep smiling and having a blast. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today